Héros national et figure charismatique de la résistance, il a dirigé la lutte anticoloniale dans l'anti-Atlas oriental à la tête des Ait Atta auprès d'autres combattants de tribus alliées lors de la bataille de Bougafar qui s'est déroulée en février-mars 1933. Ils étaient environ 12 000 guerriers marocains rejoints par des centaines de femmes et d'enfants. Ils ont livré un combat épique face à une armée d'environ 82 000 hommes équipés d'artillerie lourde et de 44 avions de guerre. L'occasion pour nous de raviver la mémoire de ces événements, à la fois pour rendre un profond hommage à ceux qui sont morts en défendant leur terre et pour rappeler la brutale réalité de la conquête militaire. De son vrai nom, Issa Ouali Ait Baslam, il est né en 1890 dans les montagnes du Sahrou, précisément dans la vallée de Tarian Iloumchan, à 20 km au sud de Tinrir. C'est le fief des Ait Atta qui peuple un vaste territoire s'étendant des contreforts du Haut-Atlas aux limites septentrionales du Sahara, dominant ainsi les régions du Dra et du Tafilalet avec Sahrou pour capitale. Leur mémoire se rattache à la figure de Dada Atta, ancêtre légendaire dont le tombeau est situé dans la vallée supérieure du Dra. Le professeur David Montgomery A, qui consacre à notre héros une biographie anthropologique, comme il l'appelle, ne manque pas de s'intéresser à sa tribu formée par les Ait Atta. Elle comptait alors, selon ses propres estimations, environ 130 000 personnes sur un territoire d'environ 70 000 km, allant, je cite, des chênes verts du Moyen Atlas et par-delà les hauts sommets de l'Atlas, descendant vers les palmeraies des oasis présahariennes du Dra et du Tafilalet, c'est-à-dire de Wawizert et Zawiat Ahmsal à Taouz. Si le grand-père de Hasso ou Baslam menait sa vie de transhumant à l'instar de ses ancêtres, le père, quant à lui, Ali ou Baslam, s'est sédentarisé avant d'être désigné Amrar Ntmazert, soit chef du clan des Iloucham. En 1919, soit à l'âge de 29 ans, Hasso ou Baslam succède à son père comme Amrar. En plus de ses qualités morales et de son ascétisme, affilié qu'il était à la voie d'Arqawiya. Il se signale pour son habileté commerciale qui le conduit, au vu du contexte politique, à l'acquisition d'armes à feu. Les Français tentaient depuis 1920 un déploiement sur le vaste pays Ait Atta où ils avaient des agents locaux dévoués et quelques clans soumis, mais sans une mainmise totale. Pour comprendre d'ailleurs la nature du combat de Hasso ou Baslam, il faut revenir sur les événements décisifs qui ont eu lieu dans toute la région de manière générale. En 1930, face à la hardiesse des combattants qui dépassaient le stade d'un simple baroud d'honneur, le gouvernement français avait décidé de sortir l'artillerie lourde, d'autant que le contexte en Europe était marqué par un regain de tension et par la nécessité de libérer des effectifs pour les besoins militaires potentiels. Entre autres combats, on peut citer la bataille d'Ait Yacoub au sud de Midelt, qui avait fait subir en juin 1929 de lourdes pertes aux forces françaises et agité le landerneau parisien. En octobre 1930, le ministre de la Guerre, André Maginot, faisait le voyage pour se réunir à Aqsbetsedla avec de hauts dirigeants militaires au sujet du plan d'action à mener afin de venir à bout de la dissidence. À la réunion était convoqué le général Antoine Huré, commandant de la région de Marrakech, dont les troupes avaient franchi le Haut-Atlas et entamé une progression vers le Dra et le Dadès. Le général Henri Giraud, commandant la région des confins algéro-marocains, qui visait l'encerclement du Tafilalet, et le colonel Loustal, commandant le territoire du Tzadla avec sa politique de grignotage au Moyen Atlas. Les divisions de Meknès et de Tzadla, avec leurs bataillons, leur cavalerie, leur artillerie, leurs compagnies de chars, se dirigent vers les Ait Yahya du Nord de la Confédération Ait Yafelman. Tous les moyens sont employés. Feu des canons, bombardements aériens, blocus de la montagne, visant à rompre les points de communication et de ravitaillement en eau. Avec la prise de Tounfit, la résistance se déplace à environ 20 km plus à l'ouest vers la Zaouïa de Sidi Yahya ou Youssef, au fort prestige moral dans l'ensemble de la région. La résistance se poursuit vaillamment tout au long du mois de juillet et une partie du mois d'août 1932, grossie par les rangs de combattants venus de tribus de la région, tous soumis à la puissance du feu. La Zaouïa de Sidi Yahya ou Youssef incendiée, les combattants rescapés prennent la direction du Tazizaout. Là, dans cette région montagneuse boisée, aux forêts denses et aux terrains accidentés, en plein territoire Ait Turkmène, se rassemblent les guerriers Ishqiren, Ait Ihan, Ait Amar, Ait Sidi Ali, Ait Hadidou et bien d'autres.
Ils étaient non seulement issus de la région, mais comprenaient les personnes chassées par l'occupation, notamment du Moyen Atlas, tous sous la direction de Mki Amhawish, dont la capitale, l'Aqbab, était occupée en 1922. Au terme d'âpres combats, les forces françaises, sous la direction du général Huré, promu commandant supérieur des troupes au Maroc, avaient bouclé la zone, renforcée par l'artillerie et par les bombardements aériens qui n'ont épargné ni les femmes ni les enfants soumis à la faim et à la soif, assiégés qu'ils étaient dans le ravin du Tazizaout. Le 12 septembre 1932, pour éviter davantage de massacres, la reddition est négociée. Mais la chute du Tazizaout ne signifiait pas pour autant la fin de la résistance. Les combattants se dirigent vers le versant sud du Haut-Atlas, venant renforcer les troupes regroupées dans la citadelle rocheuse du Beddou au sein des Ait Marghad. L'histoire y retiendra pour la postérité une des dernières grandes batailles contre l'occupant à la date du 11 au 29 août 1933, opposant sous la conduite de Zaid Ahmed Skounti les Ait Marghad, Ait Hadidou, Ait Issa, Ait Atta. Comme 5 mois auparavant, au Jbel Saghro, on n'osait parler ni de vainqueur ni de vaincu. C'est là donc, au Jbel Saghro, un des ultimes bastions de la résistance qu'avaient convergé les combattants sous la direction de Hasso Oubaslam, élu en 1930 Amrar Afillah, soit chef suprême. Celui-ci avait fait de Jbel Saghro une citadelle et un point de ralliement avant l'assaut des troupes françaises à laquelle Hasso Oubaslam a refusé la soumission. David Montgomery Hart écrit au sujet du lieu où les Français avaient connu l'engagement le plus difficile de leur guerre coloniale. Au centre-est du Saghro se dresse un massif grandiose, rocailleux, avec des gorges impraticables, de profonds canyons, une seule misérable source et nulle part la moindre touffe d'herbe. Mais les hauteurs sont aussi admirablement propices à la défense. Hasso Oubaslam le savait bien et les Français devaient la prendre à leurs dépens. 2 colonnes se sont dirigées le 21 février 1933 vers ce massif rocheux, fief des Ait Atta. Une venue de l'Est, commandée par le général Giraud, l'autre de l'Ouest, sous le commandement du général Catroux. Les troupes françaises comptaient quelque 82 000 hommes, appuyés par une escadrille de 44 avions. Durant 42 jours, les combattants et leurs familles devaient subir le pilonnage de l'artillerie et les bombardements aériens de jour comme de nuit, en plus des tirs visant les points d'eau. L'avocat, romancier et essayiste français Henri Bordeaux écrit « Les mitrailleuses braquées sur les points d'eau ont beau jeu d'interdire le ravitaillement de la dissidence. Les femmes s'y font tuer, mais continuent. Car les femmes, comme partout ailleurs, n'étaient jamais loin des champs de bataille, avec un rôle confirmé par la tradition orale et par les rapports militaires dans leur galvanisation et dans leur approvisionnement des combattants ou dans leur aide apportée aux blessés. » Le 25 mars 1933, pour éviter le carnage, Hasso Oubaslam a fini par rendre les armes. Il avait cependant fait subir aux troupes coloniales de lourdes pertes, avec la mort de 3500 hommes, y compris 10 officiers, dont Henri de Bournazel, surnommé par ses antagonistes le Diable Rouge, en allusion à sa tunique de spahi écarlate. Hasso Oubaslam avait aussi imposé ses conditions et forcé l'admiration de ses ennemis en exigeant notamment que l'autorité du Glaoui ne s'étende pas au Saghro et en montrant son attachement au maintien du droit coutumier, l'Azraf de Ait Atta. En 1939, Hasso Oubaslam était nommé Qaïd et a perduré dans sa fonction de manière ininterrompue jusqu'à sa mort en 1960 pour être inhumé dans son berceau natal de Taria. Des Ait Atta qui ont vécu tous ces événements tragiques, Jean-Louis Avrousse dira bien plus tard dans le récit de son voyage au Maroc. Malgré tant d'épreuves endurées, d'injustices subies liées à la cruauté et à l'ignominie de la guerre, il n'y a chez ces gens paisibles ni rancœur ni amertume envers nous, seule la marque profonde d'une sincère bonté de cœur. Croyez-nous, il y a plus d'amour que de haine dans ce beau pays.